C'était au programme d'Emmanuel Macron, la procréation médicalement assistée de retour dans le débat parlementaire. Une manière de satisfaire l'aile gauche du président, l'opposition, elle, tente de s'organiser. 2 ans après son élection à la tête des États-Unis, Donald Trump doit faire face aux élections de mi-mandat, un test grandeur nature et une échéance capitale lors de laquelle les démocrates entendent bien rebattre les cartes de la politique américaine. Les anciens touchés par la précarité, une étude du ministère de la Santé nous apprend qu'un senior sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté, de quoi faire baisser la cote de popularité du président auprès d'un segment de la population qui lui est jusqu'à présent acquis. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le grand retour du sociétal. Comme son prédécesseur à l'Élysée, Emmanuel Macron va y aller de son texte de loi pour tenter de camoufler ses échecs économiques et sociaux. Au menu des parlementaires, la procréation médicalement assistée. Après des réformes économiques et sociales mal accueillies par la majorité des Français, le gouvernement s'attelle au sociétal avec la légalisation de la procréation médicalement assistée, la PMA. Pour y parvenir, il s'agit de réviser la loi bioéthique, une démarche qu'Emmanuel Macron entend mener avec prudence. En témoignent ses déclarations lors de la campagne électorale, lorsque l'actuel locataire de l'Élysée disait ne pas vouloir humilier cette France-là. Et pour cause, si les Français sensibles aux questions éthiques ne sont pas légion, ceux qui le sont n'hésiteront pas à le faire entendre. Et même si le sujet est moins porteur que le mariage homosexuel, le président garde à l'esprit les manifestations à répétition qui ont entouré la promulgation du texte controversé, un mouvement qui avait contribué à piétiner un peu plus l'image de François Hollande qui n'avait pas vraiment besoin de cela. Mardi 25 septembre, le Comité consultatif national d'éthique rendra un avis sur la question, un avis qui ira à peu de choses près dans le sens du gouvernement, cette autorité administrative dite indépendante, étant composée de personnalités très largement proches de l'exécutif. Une loi sera ensuite présentée en fin d'exercice 2018 ou début 2019, une loi sur laquelle l'exécutif reste discret, même si la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires était un engagement de campagne du candidat En Marche. Et si la PMA pose des problèmes éthiques certains, le gouvernement devrait aussi se lancer dans des réformes comme l'euthanasie, la recherche sur l'embryon et la médecine génomique. Autant de sujets qui ne manqueront pas de créer la polémique. La GPA, que rejette Emmanuel Macron, dans son programme ne devrait pas être ouverte en dépit du soutien de certains ministres. Face aux risques que constituent les réformes sociétales de la majorité, la résistance s'organise. Même la Conférence des évêques de France a proposé un texte hostile à la PMA. Mieux vaut tard que jamais. Chez les catholiques, une fois de plus, il faudra plutôt compter sur la dite société civile, si chère à Macron, pour envisager une opposition. Ainsi, le tissu associatif issu des manifestations contre la loi Taubira pourrait réactiver ses réseaux et monter d'un ton. La Manif pour tous organise justement son université d'été les 22 et 23 septembre près de Paris et propose à ses militants et sympathisants de faire entendre leur voix le 25 septembre à Paris devant les locaux du Comité consultatif national d'éthique. Côté politique, le débat autour de ces questions sera l'occasion de voir comment réagit Laurent Wauquiez et si le mouvement Sens commun et les tendances conservatrices ont encore un peu de poids chez les Républicains après le fiasco François Fillon. Côté Rassemblement national, les récents départs des éléments les plus progressistes sur les questions de société devraient bénéficier d'une position claire de Marine Le Pen contre la PMA. L'écrasante majorité En Marche à l'Assemblée a les mains libres pour voter en faveur des réformes sociétales, mais l'opposition semble avoir un coup à jouer, à plus forte raison une année électorale. En cas de mobilisation importante contre l'exécutif, le parti présidentiel pourrait voir la dynamique à droite lui faire perdre le scrutin européen. Un test grandeur nature pour Donald Trump. 2 ans après son élection à la tête des États-Unis, le président américain doit faire face aux élections de mi-mandat en novembre prochain. Une échéance capitale qui pourrait rebattre les cartes du jeu politique outre-Atlantique. Thibaut Bastide. Des élections de mi-mandat qui tout double pour Donald Trump. Élu 45e président des États-Unis il y a 2 ans, le troublion milliardaire voit donc l'heure du bilan approcher à grands pas. Si Donald Trump a jusqu'à présent pu profiter d'un contexte politique favorable, les 2 chambres du Congrès contrôlées par son parti et 33 des 50 États gouvernés par les Républicains, la donne pourrait bien changer le 6 novembre prochain. À cette occasion, l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat américain.
Un enjeu capital pour Donald Trump alors que les élections de mi-mandat sont rarement profitables au président en place. En effet, en 2006, George W. Bush avait perdu 31 sièges à la Chambre basse et Barack Obama 63 en 2010. De quoi inquiéter le président à 1 mois et demi de l'échéance. Profitant de l'appui des médias américains, les démocrates abordent ces élections en position de favori pour reconquérir la Chambre des représentants. L'objectif est d'ailleurs déjà annoncé, remporter au moins 23 sièges supplémentaires pour atteindre la majorité. À l'heure de MeToo et de la polémique de relations sexuelles entre le président américain et l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniels, les démocrates mettent le paquet sur les femmes avec 187 candidates à la Chambre et 15 au Sénat. Une stratégie qui ne sera pas forcément porteuse si l'on se rappelle le rejet d'Hillary Clinton lors de la dernière élection présidentielle. Pour contrer cette offensive, Donald Trump peut néanmoins compter sur un bilan économique national plus que positif. D'ailleurs, le président américain a prévu de s'investir encore plus que ses prédécesseurs avec au moins 40 jours de campagne sur le terrain. Car Donald Trump le sait, il reste le meilleur atout de son parti pour stimuler les électeurs républicains. Ainsi, les élections de mi-mandat sont à double tranchant pour le président. En sauvant sa majorité, Donald Trump pourra compter sur un congrès encore plus acquis à sa cause. En revanche, en cas de perte de la Chambre, il verrait ses projets de réforme s'enliser et devrait gouverner à coups de décret ou de veto présidentiel. Mais dans son camp, on demeure assez confiant, comptant notamment sur une base électorale forte, puisque selon les derniers baromètres, près de 9 républicains sur 10 continuent de le soutenir. Nos anciens toujours plus pauvres, alors que la question de la CSG a assombri les rapports entre Emmanuel Macron et son électorat de plus de 60 ans. Une nouvelle étude sur la pauvreté actionne la sonnette d'alarme. Un senior sur 10 vivrait aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France. Un senior sur 10 sous le seuil de pauvreté en France, alors que le gouvernement y est allé de son petit coup de com' avec son plan pauvreté. Une étude de la DREES, le service des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé, vient un peu plus noircir le tableau de la précarité dans le pays. Ainsi, 11% des personnes âgées de 53 à 69 ans résidant en France métropolitaine ne perçoivent aujourd'hui ni revenus d'activité ni pension de retraite. Une population qui vit donc de minima sociaux, pension invalidité ou allocation chômage. Ces 11% ont un revenu médian inférieur à 1 300 € contre plus de 2 000 pour leurs homologues seniors en activité et près de 1 900 pour ceux déjà partis en retraite. Une nouvelle classification a ainsi vu le jour, les NERP, à savoir ni emploi ni à la retraite ou en pré-retraite. Une segmentation sociale qui intègre les personnes âgées entre 53 et 69 ans. Parmi eux, un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 6% des retraités et 7,5% des dits seniors en activité. Parmi cette nouvelle catégorie, une majorité de femmes et de personnes peu diplômées. Et pour cause, le faible niveau de qualification expose les travailleurs aux aléas du marché du travail. Ainsi, la disparition de nombreux emplois peu ou pas qualifiés, du fait des délocalisations ou de la robotisation, leur est fatale. Inadaptés aux nouvelles tâches, ils peinent à retrouver un emploi et deviennent inexorablement ce que le président nomme les gens qui ne sont rien. On sait les retraités très dociles avec l'exécutif. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, les plus de 60 ans ont voté à plus de 70% en faveur du candidat En Marche. Mais la précarité dans ce segment de population pourrait pousser les anciens à envisager de se tourner vers un autre candidat, ce qui ne manquera pas de provoquer un clientélisme actif auprès des dits seniors lors de prochains scrutins, l'élection présidentielle notamment. L'image d'Emmanuel Macron, gendre idéal et séducteur des électeurs âgés, devrait en tout cas se ternir au fil du quinquennat, que ce soit du fait de la fameuse CSG, mais aussi avec le développement d'une population âgée et pauvre, les papipours. Le football, sport populaire, mais véritable luxe télévisé. Alors que la victoire en Coupe du Monde a renforcé l'intérêt des Français pour le ballon rond, les passionnés doivent désormais casser la tirelire pour suivre les performances de leur équipe préférée, Thibaut Bastide. Il est loin le temps du football gratuit à la télé, alors que les passionnés du ballon rond avaient l'habitude de suivre les épopées européennes des clubs français sur TF1. Les méthodes de diffusion ont bien changé, désormais il faut sortir le portefeuille. Depuis 2012 et l'arrivée de la chaîne qatari beIN Sport, le secteur du football télévisé a connu un véritable bouleversement avec un grand perdant à la clé, le téléspectateur. En effet, en 2018, il faut au moins 3 abonnements pour suivre la Ligue 1, les
compétitions européennes et les championnats étrangers. Dans le détail, 35 € pour accéder au service de Canal+, 15 € pour beIN Sport et 19 € pour un non-abonné SFR pour visionner la nouvelle chaîne RMC Sport. Ainsi, selon les abonnements téléphoniques, ce ne sont pas moins de 70 € par mois qu'il vous faut débourser, soit plus de 800 € par an. Un véritable luxe que beaucoup de foyers français ne peuvent pas se permettre. Cependant, certains aficionados n'hésitent pas à casser la tirelire et les diffuseurs l'ont bien compris. Les fans de sport sont devenus une cible de choix des fournisseurs d'accès Internet et d'abonnements téléphoniques qui ont multiplié les offres alléchantes à l'approche de la rentrée pour attirer les amoureux de football dans leur filet. La diffusion du football fait d'ailleurs perdre de l'argent aux sociétés télévisuelles et de téléphonie, mais servent de produit d'appel pour rabattre de nouveaux consommateurs. Cette guerre acharnée entre chaînes pour diffuser le sport le plus regardé du monde crée un cercle vicieux à l'origine d'une inflation sans précédent. Et l'arrivée de l'espagnol Mediapro, qui a raflé les droits du championnat français à l'horizon 2020, ne laisse pas augurer d'embellie. La pilule est encore plus difficile à avaler lorsque l'on sait que le prix de l'abonnement du prestataire allemand est à moins de 10 € par mois et donne accès à l'intégralité des compétitions. Ainsi, en se servant du football comme prétexte pour attirer de nouveaux clients, les décisions élitistes des diffuseurs mettent totalement de côté l'aspect populaire de ce sport. En se détachant totalement de sa base et avec une offre illisible, le football à la télé pourrait être victime d'un désamour. Pour ceux qui ne veulent pas mettre la main à la poche, reste la méthode illégale du streaming, une méthode qui représente 10 à 20% de l'audience. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Un coup à droite, un coup à gauche et toujours les yeux dans le rétroviseur. Le président de la République, qui se dit en rupture avec le monde d'avant, conserve pourtant les pratiques. Comme ses prédécesseurs, il s'occupe d'histoire. Ainsi, quelques jours après avoir rendu hommage à un terroriste communiste soutien du FLN, Emmanuel Macron a élevé une vingtaine de harkis dans l'ordre de la Légion d'honneur. Adepte du « en même temps », le président aura ainsi rendu hommage en même temps aux bourreaux et aux victimes. En outre, Emmanuel Macron a mis en place un groupe de travail pour étudier la mise en place d'un fonds dit de réparation et de solidarité pour les harkis avec une cagnotte de 40 millions d'euros. Un montant qui ne satisfait pas les associations plus d'un demi-siècle après la guerre d'Algérie. Le combat mémoriel continue et les contribuables français sont priés de payer les pots cassés. La Croix et la bannière, le journal anciennement catholique La Croix intente un procès au patron du site d'information Le Salon Beige. En cause, un article paru sur le site et dénonçant un papier d'une certaine Isabelle de Golemin sur le référendum irlandais sur l'avortement, mais aussi la dénonciation de la chasse aux sorcières que mène le titre contre les auteurs trop éloignés de la pensée unique. Le journal La Croix et ses dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires rejouent donc l'histoire de David contre Goliath, pas très charitable. La France refuse de nommer son ambassadeur en Iran. La diplomatie tricolore retarderait la nomination pour protester contre l'implication d'institutionnels iraniens dans la tentative d'attentat contre un rassemblement d'opposants à la République islamique d'Iran qui se tenait en région parisienne. Les opposants en question, les moudjahidines du peuple, sont en réalité des terroristes ayant trouvé refuge en France. Quant aux allégations d'implication d'institutionnels iraniens, aucune preuve n'a été présentée en ce sens. En maintenant une hostilité déclarée face à Téhéran, Emmanuel Macron s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. On est loin de la rupture avec le monde d'avant. Thomas Pesquet souhaite le meilleur aux futurs touristes de l'espace. Quelques jours après que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a annoncé qu'il serait le premier touriste lunaire, l'astronaute français a livré ses impressions à ce sujet. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des volontés privées pour aller dans l'espace. On n'est pas en train de dire, nous, on est des vrais astronautes, eux, non, on est des vrais professionnels, etc. Il n'y a pas du tout ce genre de clivage. S'il y a des volontés privées, s'il y a des volontés internationales, eh bien, très bien, ça participe au même effort. On leur souhaite tout le meilleur. On espère que ça marchera. En même temps, nous, l'expérience qu'on en a, c'est que souvent, quand on fait des plans, eh ben, c'est plus compliqué que prévu. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Et peut-être des professionnels et des non-professionnels se rencontreront dans l'espace un jour. En 2023, le milliardaire japonais sera à bord du premier vol privé à destination de la Lune avec la mission SpaceX.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, l'expertise psychiatrique de Marine Le Pen. Ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent les affaires Zemmour et Benalla. Et puis également au programme Bistro Liberté. Le problème du Front National, c'est qu'il a formé et il a coaché médiatiquement un Philippot qui est devenu très bon dans cet exercice, qui a trusté les médias, notamment le matin. Il y a eu un chiffre que j'avais entendu dans une émission concurrente à la radio, enfin qui ne peut pas être concurrente puisqu'elle est à la radio. Il avait trusté, je crois, sur les mois précédents de la présidentielle, quelque chose comme 42%, je crois, des interviews politiques, toutes catégories confondues. Et le meilleur... On a dit qu'il s'y précipitait toujours aussi. Bon, en tout cas, apparemment... C'est une qualité. Il était invité pour ça. Il était invité, il délivrait la performance qu'on attendait de lui. Vous savez que les médias, c'est un univers où on doit délivrer une performance. Il le faisait. Et le problème, c'est que deux mois avant... ou enfin je sais plus après d'ailleurs, l'échéance fatidique, il sort du navire et qu'aujourd'hui, double problème pour lui, son CV est marqué de l'étiquette a été dégagé, quoi qu'il en dise, tout le monde sait qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Deuxième problème, c'est que comme on dit en latin, tarde vientibus ossa, ceux qui arrivent en dernier, ils mangent les os, et le Frexit s'est pris par votre grand ami Asselineau. Samedi midi, retrouvez un nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, la question de l'islam de France, une nouvelle fois soulevée par le rapport d'Hakim El Karoui, Majid Ougacha, blogueur, essayiste et ancien musulman, donnera son point de vue sans détour. La question se pose donc aussi à la République. Est-elle réellement prête à accueillir en son sein une religion qu'elle n'avait pas prévue ? La République n'a pas à combattre une religion. Dans ce pays, il n'y a pas de problème avec l'islam. Pour les musulmans en général, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a pas l'islam de France, l'islam du Mexique, l'islam des Inuits. Il y a un islam, point. C'est une idéologie. Pour moi, c'est comme de l'eau déshydratée, l'islam de France comme expression. L'islam de France, c'est déjà, en tant qu'enjeu, c'est déjà l'aveu que l'islam quantitativement et en termes de visibilité est trop important en France. Il n'y a pas de besoin de réforme du chamanisme inuit de France, parce qu'ils peuvent être comptés sur les doigts d'une main sur le territoire français, ça n'a pas d'importance. Et dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au nouveau projet de film sur le pape Pie XII pendant la guerre. Et tout de suite, la chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Bonsoir. Un type au bar m'a abordé l'autre jour pour me dire en manière de plaisanterie. Alors il paraît que le CSA va s'occuper des gens comme toi, des gens qui font des chroniques. Pour être honnête, j'étais même pas au courant. Donc je suis allé voir ce qu'on en disait. Mais en revanche, j'étais très au courant du fonctionnement du CSA parce que en 2012, lors du renouvellement par tiers, j'ai officiellement écrit une lettre de candidature aux 3 personnes qui nommaient les 3 renouvelés. Et je suis même allé les voir, enfin je suis allé à la présidence du Sénat et à celle de la Chambre, pas à l'Élysée, ils ne recevaient pas, mais je me suis intéressé donc aux conditions de nomination puisque j'étais officiellement candidat, même si cette candidature était polémique et se voulait une forme de protestation. Donc je me suis penché sur les conditions de rémunération, la nature de la tâche, les divers avantages annexes, et c'est tout de même très important d'évoquer tout cela puisqu'on prétend que le CSA est amené à contrôler de plus en plus les contenus, y compris des contenus aussi modestes que la France de campagne. Donc c'était vraiment intéressant de savoir d'où venaient ces membres, quelles étaient leurs compétences, leur salaire, etc. En somme, s'ils avaient toutes les qualités requises pour devenir des sages, comme on dit, des gens qui donnent des directives, qui adressent des remontrances. Quand je me suis posé publiquement ces questions, on m'a soupçonné à juste titre de vouloir faire de la sédition, c'est-à-dire d'essayer de montrer que cet organisme n'avait aucune compétence particulière, qu'il était outrageusement payé, qu'il bénéficiait de toutes sortes de gratuités, d'avantages, de frais divers.
en plus d'un salaire d'environ 11 000 euros, hein, si ma mémoire est bonne, et 21 pour le président. Et comme j'essayais d'attirer l'attention sur tout ça dans la presse, évidemment, j'étais pas un candidat très recommandable. Au fait, vous allez vous demander quels étaient les membres sortants du temps où je prétendais briguer le poste. De mémoire, il y avait une journaliste lourdement condamnée pour plagiat, une ancienne speakerine de FR3 et un présentateur du journal télévisé. Pourquoi l'AFP n'a-t-elle pas rendu compte de ma petite démarche là? Parce que je réclamais explicitement dans ma lettre de candidature la moitié du salaire prévu et que parallèlement, dans la presse, je posais la question, si on divisait par décret le salaire de ces postes par 2, y aurait-il encore des candidats et seraient-ils compétents? Et bien la réponse était oui. Il y aurait eu probablement pléthore de candidats et ils auraient été tout aussi compétents. Donc c'est délibérément que le gouvernement dépense 2 fois trop en nommant à cet organisme des gens 2 fois moins compétents qu'ils ne pourraient l'être. Il faut donc qu'en ignorant complètement le tarif d'embauche raisonnable pour un mandat de 3 ans de ce genre, et en le doublant, il faut qu'en choisissant des gens de qualité médiocre, le gouvernement ait une idée derrière la tête, et c'est là qu'on en vient à la deuxième partie du raisonnement. Si le gouvernement paie trop cher des gens médiocres, je veux dire médiocres par rapport à ceux qui pourraient se payer pour 2 fois moins, c'est qu'il en attend un service quelconque, un retour. Eh bien, désormais, nous sommes fixés. Le retour qu'il attend, c'est qu'il mette en œuvre le système de flicage et de rappel à l'ordre qui sera apparemment le but de la fameuse loi sur les fake news. Donc, résumons, nous avons ici, avec ma modeste chronique, une véritable éprouvette où vous pouvez tester ce que donnerait le système à grande échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes sujets sont déjà filtrés par un robot YouTube qui lit ce que je raconte et qui, lorsque des mots-clés suspects sont relevés, mots-clés que je ne cite pas ici pour ne pas le réveiller, suspend l'envoi de pubs parce que le sujet est susceptible de déplaire aux annonceurs. Comment je sais que c'est un robot? Parce qu'on vous propose, si vous protestez, de vérifier manuellement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a le bannissement par déréférencement, vous n'êtes plus dans l'annuaire, puis ensuite, il y a le bannissement tout court, on ne voit plus vos sujets. Donc, YouTube fait déjà un travail en profondeur, on peut le dire. Mais pour les gens comme votre serviteur, qui sont un peu habitués à manier la périphrase et qui désignent les choses au moyen de paraboles, un robot, c'est pas suffisant. Donc, c'est là que le CSA intervient, et maintenant, nous en connaissons le prix de la honte pour ses membres, c'est le prix de la servitude pour nous, 11 000 par mois, moins les frais. Nous voilà obligés, pas moins les frais, avec les frais en plus, donc nous voilà obligés de revenir à la France de Beaumarchais. Il va falloir parler d'invasion de chenilles processionnaires, avec précaution, de crainte qu'ils ne se cachent derrière cette expression, une allusion à ce que vous savez. On en revient donc au Dorifort de la guerre de 40. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans Wikipédia. Tout peut devenir sujet à caution, tout peut faire l'objet d'un coup de téléphone. Dès que YouTube France va recevoir le moindre appel de CSA, vous serez éjecté. Ensuite, si vous repliez sur un hébergeur privé du genre OVH, ils seront capables de l'intimider. Il restera que l'étranger, les plateformes russes par exemple, mais il n'est pas impossible qu'ils soient mandatés, les gens du CSA, pour les faire filtrer aussi comme en Chine. Décidément, la voie empruntée par le président Macron n'est pas pavée de bonnes intentions, elle n'est même pas pavée du tout, c'est de la terre battue. Au bout d'1 an d'affaires, de déni, de montage, de trucage, ils sont déjà tous boueux moralement et ça va pas s'arranger parce qu'il va pleuvoir tout le temps et avec la terre battue, ça ne fait pas bon ménage. Bon, c'était la météo campagnole sur le front de l'information. Abonnez-vous, mettez des bottes et résistez, merci.